c'est dans le top 3, sinon dans le top 2 des meilleurs takeovers jamais produits. On poursuit avec Dynamite cette semaine. Pourquoi je voulais en parler? Parce qu'on a eu droit à un pay-per-view télé, littéralement. Une carte pactée, des gros combats. On s'attendait, avec l'arrivée de Revolution, d'avoir certains combats qui sont des combats qui finissent pas. On dit des Dusty Finish. Et c'est pas ça qu'on a eu cette semaine. On a eu droit à une belle carte. J'ai passé un peu en revue les matchs qu'il y a eu dessus avec quelques commentaires que j'ai vraiment aimés. Moi, j'ai été vraiment là sur le bout de mon siège, la première à la dernière minute de cette émission-là. Et puis, je sais que j'en ai parlé dans les autres chroniques, mais c'est donc plaisant d'avoir 2 heures de lutte qui passe dans le temps de le dire. Vraiment que tu te dis, je suis rendu à l'annonce, je vais skipper l'annonce, après ça je continue. Puis mine de rien, t'es rendu au main event, t'es comme, bon, c'est le main event déjà. C'est déjà fini. J'ai eu tellement de plaisir à le regarder. Cette semaine, je vous dirais que c'était le 20e épisode de Dynamite dans quand même leur courte histoire. Et c'était le meilleur. Littéralement le meilleur avec une belle longueur d'avance sur le deuxième qui était vraiment très bon. Donc, c'était vraiment un show époustouflant. On a eu droit en premier lieu à une bataille royale d'équipe. Et ils ont enfin eu l'idée d'utiliser la bonne règle qui est que quand ton partenaire est éliminé, t'es pas encore mort. Ça, là, ça rend ça tellement stupide quand c'est une bataille royale d'équipe, il y en a qui se fait éliminer, puis c'est genre le moins bon des deux. Là, le bon qui reste dans le ring, il est comme, là, t'es obligé de partir. Donc, l'arbitre dit, non, toi, tu t'en vas. Ça a la clown, là. Donc, là, ils ont fait en sorte que c'était vraiment une bataille royale d'équipe, mais si ton partenaire est éliminé, tu continues à te battre. C'est ce qui a joué, je pense, dans la grosse prémisse de l'histoire du match. La conclusion du match s'est fait en sorte que, justement, c'était le partenaire tout seul qui a fini par gagner. Je vais pas passer au travers de tout ce qui s'est passé dans le match, parce que je peux pas y aller mot pour mot, c'est impossible, là. Mais il y a eu, entre autres, une intervention du Dark Order qui était vraiment le fun, qui était ringside, il était dans la foule, dans le fond, puis il parlait avec le micro, avec leur genre de gourou spirituel qui était là. Donc, il était sur place, c'est la première fois qu'on le voyait sur place. Donc, il parle à la foule, et puis il parle aux gens dans le ring, vous savez que on est là pour vous, puis tout son baratin. Ça, c'était intéressant. Par contre, les représentants du Dark Order, dans le fond, les deux Beaver Boys, ont mal paru, je vous dirais, dans le match. Ils se sont fait sortir d'une façon un peu cavalière. Puis je pensais qu'elle allait toffer plus longtemps pour donner un peu plus de puissance au Dark Order, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il y a une histoire derrière ça, puis il y a un build qui est fait. On sait pas c'est quoi, justement, puis c'est parfait. Mais ça, c'est l'élément qui m'a un peu dérangé dans le match. Mais c'est pas grave, là, c'était bon, par exemple. Puis l'autre chose aussi qui s'est passé, que je tiens à noter, je donne une grosse étoile vraiment de participation à Sammy Guevara dans le match. Il n'était pas dans les équipes, mais il a décidé de rentrer dans le match et attaquer, je crois que c'était Matt Jackson, et il s'est fait accueillir avec probablement le plus beau super kick de l'histoire de l'humanité. Il l'a vendu en cassant en deux, littéralement. Il a plié, je pensais pas qu'un corps pouvait plier comme ça. Il est tombé dans le coma instantané. C'était de toute beauté. Si tu veux vendre un move, tu vends ça comme ça. C'était magique. Et puis après ça, ils ont continué avec Proud and Powerful et Matt Jackson. C'est que l'histoire du match, en gros, c'est que Nick s'est fait éliminer et que Matt est resté tout seul et finalement a réussi à revenir et sortir un à un les équipes pour finalement sortir Proud and Powerful à la fin et gagner le match. C'était vraiment bien construit. Moi, j'ai vraiment aimé l'histoire du match. Et ce que je trouvais le fun, ça c'est vraiment une remarque que j'ai eue, je me suis dit depuis les 2 dernières semaines, je trouvais que Matt avait pris vraiment beaucoup de masse, était rendu vraiment très musclé, contrairement à ce qu'il avait d'habitude. Matt a toujours été le plus gros des deux. Mais là, présentement, je trouve qu'il est vraiment gros. Et c'était la remarque que j'ai fait au début du match. Hey, Matt, il est vraiment rendu bâti, ça n'a pas de bon sens. Et tout au cours du match, il faisait des choses qui démontraient justement qu'il était fort. Fait que je trouvais que c'était bien attaché avec l'histoire en cours. Donc, quand il est arrivé à la fin,
Puis il a commencé à faire les Northern Light Suplex avec Proud and Powerful. C'était crédible parce que là, il est capable d'en faire encore plus parce que justement, il est tellement rendu fort. Donc ça, c'était vraiment le fun. Donc il a gagné le match. Donc il s'en va à Revolution avec un match de championnat contre les champions par équipe qui vont être déterminés plus tard parce qu'on en a présentement, mais il y avait un match de championnat aussi. Donc qui arrive plus tard dans l'émission. Après ça, on a eu droit à Jon Moxley contre le début de Jeff Cobbs. Moi, Jeff Cobbs, c'est un gars que j'adore. Il va souvent être utilisé dans des gros rôles de... C'est un gros monsieur. OK? Et puis, Jeff Cobbs, moi, je l'ai découvert quand il a commencé avec Lucha Underground. C'était le méchant de Lucha Underground. Parce que Lucha Underground, pour ceux qui savent peut-être pas, c'est une émission de lutte avec une histoire. C'est comme une télésérie, si on veut. Donc, il y a une histoire en arrière qui est pas de la lutte. Puis, il y a des personnages dedans. Entre autres, il y a des policiers, il y a le propriétaire de la fédération qui est un peu louche, qui utilise un genre de vaudou pour amener les gens. Il y a plein d'affaires comme ça. Puis, dans l'histoire, il y avait le propriétaire de la fédération avait un frère. Et son frère, c'est Matanza, qui s'appelait, il était enfermé dans le sous-sol de l'aréna depuis le début de la série. Des fois, on le voyait un peu, mais c'était un gros gars masqué et tout. Puis finalement, c'était Jeff Cobbs qui jouait le rôle. Fait que quand ils ont réussi à libérer Matanza et qu'il est arrivé, il a commencé à détruire tout le monde. Donc c'est là qu'on l'a vu. Mais il y avait un masque, donc on savait pas c'était qui. Mais c'est quand même un gars très, très impressionnant. Après ça, Jeff Cobbs est allé à la New Japan, est allé à la Ring of Honor. On a eu la chance vraiment là énorme de le voir avec C4 à Ottawa. Et puis moi j'étais hype parce que je me disais je vais avoir le show parce que je savais que Jeff Cobbs était là. Et puis avoir la chance de voir Jeff Cobbs en vrai, c'est vraiment quelque chose. C'est un lutteur tellement athlétique, il est gros fort, mais il peut lancer les gens où est-ce qu'il veut. C'est un mini Brock Lesnar, si on veut, moins explosif, mais comme il y a pas de bon sens. Donc, en le mettant contre Jon Moxley, ça donnait vraiment un défi à Jon Moxley de faut que je passe à travers de ce hoss-là. Là. Et puis, ce que j'ai trouvé vraiment bien dans le match, ça a été un match un peu slow, mais c'est logique pour la situation. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Jon Moxley, a gagné le match. Ils ont fait perdre Jeff Cobbs, mais en faisant perdre Jeff Cobbs d'une façon spéciale. C'est-à-dire que il a pas souffert du finish de Jon Moxley. Il a perdu par soumission sur un move, on va dire un peu greedy. Il est monté, puis là, il s'est fait reverser dans le fond un de ses moves. Fait que c'est comme ça qu'il a gagné. Fait que Jon Moxley a fait OK, qu'est-ce que j'ai dans mon sac à tour? OK, je vais faire ça. Je vais réussir à l'avoir là-dessus. Donc, ça démontre que Jeff Cobbs avait mal évalué Jon Moxley, l'avait mal scouté. Donc, s'est fait avoir par son propre move. Ce qui est un choix artistique extrêmement important et extrêmement judicieux. Parce que tu veux pas que Jon Moxley fasse son finish sur tout le monde. Parce que là, tu vas diminuer tout le monde en même temps. Donc, l'important, c'est vraiment de réussir à faire en sorte que son move soit impeccable. Et que son finish soit utilisé sur des gars qu'il doit avoir une victoire absolue. Alors là, c'était pas une victoire absolue, j'ai été chanceux. Donc ça, c'était vraiment le fun. Après ça, c'est sûr qu'il y a eu le beatdown du Inner Circle et l'histoire continue. Mais ce match-là était vraiment le fun. Pour ça, c'était le fun. Tu rajoutes Jeff Cobb dans le Inner Circle, ça rajoute du muscle pas mal. Fait que ça, c'est le fun. Est-ce que ça veut dire que Jack Hager va quitter le Inner Circle et Jeff Cobb va le remplacer? Je le sais pas. Mais ça pourrait être une autre option aussi qui serait intéressante. Donc, on va voir. Plus tard dans l'émission, on a eu droit justement, comme je parlais tantôt, à l'autre match de championnat par équipe. Donc, Adam Page et Kenny Omega défendaient contre les Lucha Bros. Et ce qui est intéressant, c'est que le gagnant de ce match-là allait à Revolution. Donc, si on est on fantasy book, disons, on a les Young Bucks qui ont gagné la qualification dans le Battle Royale. On a les Bucks contre Page et Omega ou les Bucks contre les Lucha Bros. Aucune des deux situations est une situation perdante. Parce que dans les deux cas, tu vas avoir un superbe match. Donc, c'est profitable de ce point de vue-là. Fait que là, c'était excellent pour ça. Donc, on a eu droit à un match endiablé. C'était vraiment, vraiment un bon match. Les gars se sont donnés vraiment le plus qu'ils pouvaient. Il y a eu des bons spots. C'est sûr qu'ils travaillent beaucoup sur l'histoire.
que Page et Omega sont pas sur la même longueur d'onde, c'est sûr. Ils travaillent quand même bien en équipe, mais quand ils gagnent, ils festoient pas ensemble. Page s'en va. Il y a plein de situations comme ça qui arrivent. Lucha Bros essaye de les séparer aussi en même temps. Donc, ça a donné un superbe combat. Je peux pas tout vous décrire l'action parce que il y en avait, là, c'est mur à mur. Mais on sait que c'est 4 gars extrêmement rapides. Page n'est pas le lutteur le plus rapide qui existe. Il est très, très fort physiquement. Puis ce que je trouve qui est intéressant, c'est que Page est utilisé en fait de hot tag. Et ça, c'est le fun. Parce que quand il arrive une situation où Page a absolument besoin de rentrer, il hot tag et là, il rentre et il casse la baraque littéralement, il court, il corde à linge tout le monde. Puis c'est ça sa force, c'est qu'il arrive vraiment dans le moment le plus désespéré. Et là, il ramène tous les gens à la case départ, il remet tout ça égal, fait OK, là, si c'est notre temps de gagner, c'est là qu'on va faire. Et puis, en même temps, quand Page et Omega utilisent leur move tandem, le kick, je dirais le kick dans le dos et la corde à linge, je sais pas comment ils l'appellent, là, parce que c'est dans le fond, c'est son V-trigger avec la corde à linge Buckshot Lariat, dans le fond. Il y a peut-être un nom, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce move-là, donc il écrase le gars entre les deux. Le gars, il a aucune chance de s'en tirer. Donc c'est comme ça qu'ils réussissent à gagner. Ce move-là de tandem, c'est vraiment un move intéressant, je trouve ça cool. Fait que dans le fond, sans dévoiler trop le punch, ben Page et Omega ont gardé leur ceinture. Donc ils vont s'affronter avec les Bucks. Mais là, on sait que Page, Omega et les Bucks font partie de The Elite. Donc là, c'est une guerre à l'interne. Donc, est-ce qu'ils vont se détruire de l'intérieur? C'est ça qu'on va voir. Et puis souvent, les Bucks vont voir Omega et ils célèbrent avec lui, tandis que Page s'en va. Donc là, c'est tout ce mystère-là est là. Est-ce que les Bucks vont gagner des ceintures parce que Page et Omega vont se rentre-déchirer puis vont perdre à cause qu'ils sont pas capables de s'entendre? Est-ce que Page et Omega, dans le fond, sont champions par équipe parce qu'ils ont été chanceux de gagner ensemble puis ils ont été pris ensemble quand ils ont formé les équipes, ils ont fait le tournoi puis ils ont gagné? Il y a plein de questions comme ça que je me pose puis que les gens vraiment se posent. Est-ce que Page veut vraiment être en équipe? Il l'a jamais dit. Lui, il veut boire de la bière. C'est tout ce qu'il fait. Omega non plus n'a pas exprimé son désir d'être en équipe. Mais les deux sont pris ensemble, ils ont fait le tournoi puis ils ont gagné. Là, ils sont comme un peu poignés. Donc, c'est là qu'on va voir toutes les ramifications de ça. Est-ce que les Lucha Bros vont intervenir dans le combat? Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Là, on le sait pas. Donc, c'était ça pour le match de tag team. C'était vraiment un super bon match. Probablement le match de la soirée. Vraiment, là, Lucha Bros, tu te trompes jamais. Puis Adam Page, très fort. Puis Kenny Omega, ben c'est Kenny Omega. Je veux dire, tu peux pas te tromper avec ça. Là. Donc, il restait le moment charnière du show. C'est-à-dire Cody et Wardlow. Premier match de Wardlow à la télé dans un Steel Cage. Tu sais que tant qu'à commencer fort, tu commences fort. Steel Cage, correct. Je dirais pas que j'ai pas eu du fun à la regarder. C'était le fun, c'était un bon match. Mais Wardlow a pas paru tant dominant que ça. Il est très gros, là, Wardlow. Mais il s'est fait un peu malmener. T'sais, il avait pas l'air de prendre ça trop au sérieux. T'sais, pour un premier match, moi j'aurais pensé qu'il aurait brillé un peu plus que ça. Mais en même temps, ça va être extrêmement intimidant. T'as une foule en délire. Ça fait 2 heures qu'ils sont debout à crier. Tu rentres dans le match, à ton premier match TV dans une cage. Je veux dire, quand même, la commande était lourde, là. Mais il a quand même bien fait ça, il a bien paru. Et je pense qu'il s'en est bien tiré. Le moment clé du match, ça a été quand Wardlow a lancé Cody dans la grille, puis Cody s'est mis à saigner. Donc, on sait que Cody sort le sang quand il faut. Là, c'était l'occasion pour le sortir, donc il l'a fait. Et l'autre situation aussi qui était vraiment intéressante, c'est hors de la cage. Quand Arn Anderson était avec MJF hors de la cage, puis qu'MJF a dit à Arn Anderson de trahir Cody. Parce que Cody avait comme la tête sortie de la cage, puis il a dit « Fais comme t'as fait avec son père, trahis-le, tu sais. » Puis finalement, Arn Anderson n'a pas trahi, il a frappé MJF à la place. Fait que tout le build-up est là. MJF, il essaie de rentrer dans la tête à tout le monde pour justement faire en sorte de pas avoir le match. Parce qu'MJF ne veut pas le match. Il veut pas se battre contre Cody parce qu'il sait que Cody va le tuer. Donc,
Tu sais, on parle de slow build, ça, c'en est un. Je veux dire, le match fait 2 mois qu'il travaille. Fait que